Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, sur topmusic.fr, présenté par Cédric Simonin. Et on a invité aujourd'hui, comme souvent, Christophe Ecker, parce qu'on l'aime bien. On aime bien, c'est réciproque. on l'aime bien. Ouais, on l'aime bien. On aime bien ses analyses, Ouais. et puis des sujets assez dingos. Par exemple, l'achat tremplin, Ouais. qui pour moi était au départ, je sais pas, l'achat d'un trampoline chez Decathlon. Bah, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que l'achat tremplin? Je vous laisse débattre, messieurs. Allez. Oui, rien à voir avec la nouvelle discipline des Jeux Olympiques. En termes de crédit, l'achat tremplin, c'est quoi exactement? Et ça s'adresse à qui? Alors, c'est l'opération qui consiste à acheter un bien dans le but de le revendre et de dégager du capital. Alors, je ne parle pas d'une opération d'achat-revente, comme le ferait un professionnel de l'immobilier, un marchand de biens, par exemple. Là, on parle vraiment de particuliers qui achètent un premier logement souvent quand ils sont jeunes. Et l'évolution de leur vie fait qu'ils vont le vendre à terme pour finalement acheter plus grand et profiter du capital qu'ils ont dégagé grâce à la première acquisition. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement l'achat tremplin. Il y a un vrai retour en force de ce type d'achat. Parce qu'il y a quelques années, quand j'étais très jeune et que j'ai commencé ce métier, les gens disaient... Il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. Ils disaient, voilà, on achète et c'est pour la vie. Maintenant, c'est un petit peu évolué. Ça revient en force. Et finalement, pourquoi? Alors, principalement grâce aux taux bas, qui ont pour effet de baisser les mensualités de façon importante. Et donc, le raisonnement de la plupart des jeunes acheteurs, c'est de dire aujourd'hui, je paye un loyer de 800-900 euros. Je me rends compte qu'à superficie équivalente, je paierai la même chose pour un crédit. Donc, pourquoi je resterai locataire alors que je peux devenir propriétaire et d'une certaine manière capitaliser? Alors, pour être franc, ils ne sont pas tous dans une stratégie d'achat tremplin tout à fait consciente. En fait, ils le font sur la base de ce raisonnement-là, mais il s'avère que ça devient extrêmement pertinent ensuite quand on utilise bien cet outil. Il faut le garder combien de temps pour que ça devienne un achat tremplin? Parce qu'il faut le garder un petit peu quand même. C'est clair, il faut le temps d'amortir déjà les frais et puis que le delta entre le capital restant dû sur le crédit et la valeur du bien soit suffisamment important pour qu'il y ait un capital à dégager. Donc, grosso modo, on est entre 5 et 7 ans. Puis il y a d'autres choses, c'est une stratégie patrimoniale ou une stratégie familiale, même parfois les deux. Donc, je vais presque dire, c'est différent pour chaque type d'individu. Ouais, mais à 5 ou 7 ans, pardon, ça engage quand même. Ouais, c'est clair, mais après, c'est la durée moyenne de détention d'un bien immobilier pour des primo-accédants. Ouais. Donc, 5-7 ans. Alors, ce que vous sous-entendez peut-être, c'est que les jeunes en particulier, se séparent peut-être parfois plus vite que ça. Non, c'est pas ça. C'est que 5-7 ans, ça veut dire on ne se dit pas, tiens, je vais acheter un appart, puis dans 2-3 ans, j'aurai de l'argent pour en acheter un autre. Quoi. Ouais, ça engage quand même un peu plus que ça. Bien sûr, ouais, absolument. Ouais, la mutation et les évolutions des carrières professionnelles font aussi qu'on a besoin parfois d'être très mobile et de pouvoir et acheter et se libérer d'un logement assez rapidement. Est-ce qu'on peut avoir un exemple chiffré? Ouais, alors je lis mes notes puisque évidemment je n'ai pas tout ça par cœur en tête, mais on a fait le cas, l'étude sur un bien acheté à 200 000 euros, financé sur 25 ans avec des mensualités de 850 euros par mois. Au bout de 7 ans, il reste 151 000 euros à rembourser. Si on considère que le bien vaut toujours 200 000 euros dans 7 ans, et ça on pourra en débattre, ça veut dire qu'on a un capital de 49 000 euros qu'on peut dégager dans le cadre d'une nouvelle opération. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est de voir si ce même acheteur était resté locataire, par exemple avec un loyer de 650 euros par mois, donc 200 euros de moins que ce qu'il paierait effectivement en mensualité, et s'il décidait de mettre ces 200 euros dans l'épargne, quel capital il se serait constitué au bout de 7 ans, donc 84 mois. Et en l'occurrence, au bout de 2 ans, il se serait constitué un capital de 16 800 euros versus 49 000 en ayant été propriétaire et donc en vendant son bien au bout de 7 ans. Donc la différence, elle est monumentale. Ouais, mais pardon, mais il y a peut-être aussi, c'est pas 200 000 euros qu'il l'a acheté, puisqu'il y a quand même les frais de notaire, il y a... Oui, alors... Voilà. Il faut le compter quand même au départ, donc il faut le déduire des 49 000 peut-être. Ou alors il avait un apport et il l'a mis, et auquel cas il le retrouve assez facilement ensuite quand il vend. Ouais. Oui, parce qu'il vendra un peu plus que 200 000 euros. Okay. Et justement, en parlant d'apport, est-ce qu'on arrive à réaliser ce type d'opération si on n'a pas d'apport personnel? Alors j'aurais aimé vous répondre oui très facilement, c'est ce que j'aurais pu vous répondre il y a à peu près 1 an, mais donc avec les nouveaux critères qui existent maintenant et le durcissement des critères de la part des banques, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut effectivement prévoir un apport. Dans l'ancien, prévoir à peu près 8 à 10% de l'opération, ce qui correspond grosso modo aux frais, et dans le neuf, environ 4%. À la marge, il peut y avoir des cas dans lesquels on peut financer sans apport. Ça peut être notamment le cas avec ce qu'on appelle les prêts PASS, les prêts à l'accession sociale, où là, on peut financer sans apport, voire même parfois la banque met en place un crédit personnel qui permet de constituer l'apport, puis après on fait un montage sur le crédit immobilier. Et maintenant, quels seraient les risques de ce type d'achat?
Alors, clairement, le risque principal, c'est un retournement du marché, donc un effondrement des prix de l'immobilier. Mais dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, on est sur un bien à 200 000 euros sur lequel on dégage quasiment 50 000 euros de capital au bout de 7 ans. Donc, si le client, l'acheteur en tout cas, devait se retrouver dans une situation flat où finalement au bout de 7 ans il dégage rien du tout, ça voudrait dire que les prix de l'immobilier auraient baissé de 25%. Donc que le bien acheté 200 000 vaudrait finalement 150 000 au bout de 7 ans. Bon, je parle sous le contrôle d'un vrai pro de l'immobilier, ça paraît quand même peu probable en France. Alors ça n'est pas arrivé, même pendant la crise de 2008, et je renvoie à une émission qu'on avait faite par rapport à ces stats sur juste après la sortie du confinement, de savoir quelles étaient les 3 stratégies possibles par rapport au marché de l'immobilier. Oui, on sait que ça augmente, alors il n'y a aucun risque que ça baisse, quoi. Ah, on sait jamais, On Eric, sait jamais. mais le potentiel est relativement faible parce qu'il y a une forte demande par rapport à l'offre. Donc il y a une vraie tension sur le marché de l'immobilier actuellement et depuis déjà quelques années, et ça ne va pas s'arrêter. Dernier point, donc l'achat tremplin, c'est pour rebondir sur quelque chose d'autre. Oui. Maintenant, j'arrive avec un crédit immobilier, je vais voir mon banquier pour un achat 7 ans plus tard. Comment il réagit, mon banquier, quand j'arrive avec mon crédit sous le bras ? Le premier truc qu'il va regarder, c'est effectivement le capital virtuel qu'on peut dégager de l'opération, donc la différence entre le capital restant dû et la valeur du bien. Et sur cette base-là, si c'est pertinent, et dans l'exemple de tout à l'heure, 50 000 euros, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un crédit relais. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir vendu le premier bien, il vous avance les fonds pour acheter le second. Il faut simplement que dans les 2 années qui suivent, ce qui est quand même très long, vous ayez vendu le premier bien. Et auquel cas, l'opération de crédit relais, qui est un crédit un petit peu diabolisé par tout le monde, fonctionne parfaitement bien. Et donc nous, on pratique ça au quotidien, ça fonctionne très bien. Encore faut-il une fois de plus que on ait un capital virtuel qui soit important, qu'on peut dégager de la vente, que le bien ait été correctement estimé et que le vendeur, ait des attentes réalistes par rapport à son bien. Sans prendre en compte la potentialité d'un marché haussier avec une plus-value éventuelle à la revente, exonérée fiscalement parce que c'est la résidence principale. Absolument, ça existe toujours. Oui. Ah, toujours. Hein, ça ne changera pas. Non. Ça. Ce serait énorme si Ouais, ça changeait. Je pense pas. Ils cherchent des sous quand même, un peu partout. Voilà. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci Cédric. Merci. Christophe, Ma Solution Crédit sur Internet, masolutioncrédit.fr pour toutes les infos autour du crédit immobilier. C'était Igloo sur topmusic.fr, sur trianonresidence.fr, sur Facebook, Igloo On Air, sur YouTube également, la chaîne YouTube avec toutes les émissions depuis le début de l'émission. Il y en a plus de 80 maintenant. Et puis sur les plateformes de podcast. Merci, à très vite.